Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Abandon-adoption. Quand la mère se retire. Copyright L'Harmattan, 2011. 5-7, rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. http://www.librairieharmattan.com. diffusion.harmattan@wanadoo.fr. harmattan@wanadoo.fr. ISBN 978 296 55 247 0. EAN 9 782 296 552 470. Edwige Planchin. Abandon-adoption. Quand la mère se retire. L'Harmattan. Ouvrage du même auteur. Comment te dire? Villeurbanne, Fleur de Ville 2009. Le Noël vert de Siméon. Carcassonne, Les petits pas de Ioannis 2010. La petite sœur de Virgile. Cholet pour penser à l'endroit, 2011. Le souffle du papillon. Saint-Étienne, Laura Marr à paraître en 2011. Papa et maman divorcent. Clermont-Ferrand, Tournez la page à paraître en 2012. Papillote. Saint-Étienne, Laura Marr à paraître en 2012. Le grand secret de maman. Lyon, Les Grilles d'Or en projet pour 2012. Bienvenue chez les Tous Pareils. Villeurbanne, Fleur de Ville en projet pour 2012. Petite Octave. Bordeaux, La Compagnie Créative en projet pour 2012. Copyright photo de couverture, sirène sculptée par Patrick lors de mon premier trimestre de grossesse. Si on regarde attentivement, on peut voir que la sirène commence également à avoir un petit ventre rond. À Patrick, mon tendre mari. À Orphée, ma fille adorée. À Ulysse, mon fils pour l'éternité. Avant-propos. Ce texte est un témoignage. Il est constitué de 2 parties. La première est le récit des faits tels que je les ai vécus. Pour cela, je me suis efforcé de relater avec un maximum de fidélité ce que j'ai vécu et ce que j'ai ressenti. Mais cette partie est éminemment subjective. Je ne prétends pas avoir raison, je n'affirme pas non plus que tout soit rigoureusement exact, notamment sur le plan médical, mais c'est de cette façon-là que j'ai vécu l'histoire d'Ulysse. D'autre part, j'y évoque entre autres, la peine que m'ont faite certaines personnes à des moments précis. Cela a aujourd'hui disparu. D'ailleurs, pour garantir l'anonymat des personnes ne faisant pas partie de la famille ou des amis, leurs noms ont été supprimés. Mes proches savent que je ne leur en veux pas. J'ai rédigé cette partie un peu moins de 2 ans après le décès d'Ulysse. Pour cela, je me suis aidé des notes que j'avais prises après sa naissance. La seconde partie fut rédigée 6 mois plus tard. Elle est également très subjective, puisqu'il s'agit de mon analyse des événements et des émotions ressenties. J'y présente les étapes et la façon dont je m'y suis prise pour dépasser le sentiment de culpabilité, sublimer la douleur et panser mes plaies. Avant cela, j'écrivais mon journal intime, ce qui m'a grandement aidé pour la rédaction de cette partie. Les passages en italique en sont des extraits. Il faut les lire comme des documents d'époque, témoins de mon ressenti quelques mois après le décès d'Ulysse. Là encore, il ne s'agit pas d'énoncer des vérités, mais de retracer un cheminement intérieur. Un grand merci à mes prélecteurs et relecteurs pour la pertinence de leurs remarques et leurs encouragements à pousser plus en avant ma réflexion. Un merci tout particulier à Dominique Davous pour ses conseils avisés. Première partie. De mot en mot autour d'une naissance. La grossesse, diagnostic contradictoire. Je suis dans ses bras, nue dans ses bras nus. C'est mon ami, c'est mon mari, c'est mon amant, c'est le père de notre enfant. C'est si bon de faire l'amour. Si ça se trouve, nous avons fait un autre bébé. Oh, et puis je ne vais pas y penser, sinon ça ne va pas marcher. Je ne sais pas si je veux tout de suite un deuxième enfant, hein. C'est bizarre ce que je perçois partout dans mon corps. J'ai la même sensation que quand j'étais enceinte pour Orphée. Peut-être que, mais je ne veux pas y penser. Je préfère ne pas faire de test.
Comme ça, si je ne sais pas que je suis enceinte, je ne serai pas angoissée à l'idée d'une fausse couche et je ne vomirai pas les 3 premiers mois. Je connais cette sensation, mais je ne vais pas y prêter attention. Je m'y intéresserai lorsqu'elle aura duré longtemps. Je vais laisser s'écouler un peu de temps. Ainsi, je passerai 3 mois tranquille et cela fera une bonne surprise à Patrick. Ce soir, ce sont les vacances de Noël. C'est super que nous soyons professeurs tous les deux, nous avons toutes les vacances. Je suis fatiguée, vraiment épuisée, je n'en peux plus. C'est horrible, je ne sais pas ce qui m'arrive, j'ai l'impression d'être quelqu'un d'autre. Cela doit faire longtemps maintenant, je vais faire le test. J'aime mieux savoir quand même. Patrick vient de rentrer du travail. Je pourrais attendre un peu avant de lui annoncer. Non, c'est trop pressé, tant pis pour le romantisme, je veux tout partager. Alors j'annonce à Patrick que je suis enceinte. C'est étonnant parce que j'allaite encore Orphée. Il faut dire qu'elle n'a que 8 mois. Mais c'est certain, je suis enceinte de tout juste 2 semaines. Patrick est fou de joie, et commence déjà à me proposer des prêts. Non. Nous aimons tous les deux Floréal pour un garçon, et Floréal pour une fille. Mais nous ferons comme pour Orphée, le prénom devra rester secret. Avant la naissance, nous l'appellerons Mini Boo, comme nous avons appelé Orphée bébé Boo pendant 9 mois. Si mes calculs sont bons, ils auront 16 mois d'écart. J'aurais aimé faire un déni de grossesse. Ça aurait été l'idéal, le bébé sans les ennuis de la femme enceinte. Le rêve après les 9 mois difficiles que j'ai vécus pour Orphée. Au lieu de cela, je m'en suis doutée avant même d'avoir du retard. Je suis à la fin de ma 11e semaine d'aménorrhée 2. Nous sommes lundi matin. Vendredi je ferai la première échographie obligatoire de Mini Boo. Ensuite, je pourrai enfin annoncer ma grossesse à tout le monde. En effet, à partir de la 12e semaine, les risques de fausse couche s'effondrent. Mais bon, je ne vais pas perdre le bébé d'ici vendredi, ça m'étonnerait. En tout cas, je suis bien moins angoissée que pour Orphée. Nous avons même pris un peu d'avance. Nous avons déjà révélé l'existence de Mini Boo à mon père lorsqu'il est passé nous voir hier. Lundi après-midi. J'ai perdu une goutte de sang. Ah non, pas ça. Je ne vais pas faire une fausse couche 4 jours avant l'écroulement des risques. Pour me rassurer, j'appelle mon homéopathe. Elle n'est pas là, alors j'appelle son mari, également médecin. Selon lui, il n'y a pas lieu de s'inquiéter tant que les pertes restent légères. Mardi matin. Nouvelle goutte de sang. La perte est vraiment très légère mais j'angoisse. Je sens bien que je ne pourrai jamais attendre jusqu'à vendredi. Alors je décide de me rendre à l'hôpital. Il n'y a presque personne aux urgences gynécologiques, et je suis reçue rapidement par une jeune interne. Elle m'examine, le col ne saigne pas. Je prends cela pour une bonne nouvelle. Ensuite, elle s'installe pour l'échographie. Le sang vient du placenta, il est légèrement décollé. Je suis perplexe, ça me paraît plus grave que du col, mais je n'ose pas poser de questions. L'interne essaie de se concentrer sur les images et je ne veux pas la déranger. Je regarde également l'écran, contente de voler quelques photos de ce nouveau bébé qui pousse en moi. Et puis je suis sûre qu'elle va me rassurer. Tout ne peut pas s'arrêter comme ça. Non, ça n'est pas possible, ça ne peut pas se terminer si tristement. L'interne semble satisfaite. Elle a enfin trouvé quelque chose, il y a des logettes 3 sur la nuque de Mini Boo. Elle quitte maintenant la pièce et revient avec un autre médecin. Celui-ci confirme, Mini Boo présente un léger œdème au niveau du cou. Je sens l'interne contente d'avoir réussi à l'aider accent aigu BUSQR. Aussi lorsqu'elle m'annonce que souvent ces petits bébés-là décident tout seuls de ne pas vivre, je suis désorientée. Je n'ai vraiment pas l'impression qu'elle m'annonce la fin de ma grossesse. Puis, l'interne me propose de me refaire une échographie dans 1 semaine. Mais je décline cette proposition. Dans 3 jours, j'ai rendez-vous pour la première échographie obligatoire. De retour à la maison, j'annonce à Patrick qu'il y a peut-être un problème avec Mini Boo, mais qu'on en saura plus vendredi. D'un côté, je suis inquiète, de l'autre, je suis sûre que tout va s'arranger. Dans 3 jours, nous serons rassurés. Nous sommes enfin vendredi 12 février, veille des vacances scolaires. Allez, encore un petit effort, me dis-je. Quand j'aurai terminé ce grand verre, j'aurai bu le demi-litre d'eau nécessaire à la première échographie obligatoire de Mini Boo.
Ça y est, je suis allongée sur le dos avec une épaisse couche de gel sur le ventre. Patrick est à côté, impassible, mais je sais que cet examen compte beaucoup pour lui, c'est la première fois qu'il verra son enfant. Le médecin saisit la sonde. Je lui confie mes angoisses et lui parle de l'échographie de mardi. La spécialiste ne parle pas, elle ne nous explique rien. Alors je la questionne. Elle me répond qu'il y a bien un problème. Mes oreilles entendent le mot problème, mais mon cerveau traduit problème sans gravité. Lorsque le médecin m'annonce que la nuque est très épaisse et le placenta très décollé, je suis sous le choc, comme si la première échographie ne m'avait pas permis de m'y préparer. L'œdème s'est généralisé et il macère dedans, nous dit encore l'échographiste, c'est bizarre que le cœur batte encore. D'habitude quand ils sont dans cet état-là, ils sont déjà morts depuis plusieurs jours. C'est comme si le plafond me tombait sur les épaules. J'ai un poids, là sur le haut du corps et cela m'oppresse au niveau du thorax. J'ai peur de perdre le bébé, et le médecin ne fait rien pour me rassurer. Elle pense que je suis en train de faire une fausse couche. Nous devons partir en Italie demain, mais elle nous déconseille fortement d'y aller car les risques d'hémorragie sont trop importants. Elle nous recommande de prendre rendez-vous avec le centre de diagnostic anténatal de notre maternité. C'est toujours bon de savoir ce qui s'est passé. Lorsque je lui demande si la nuque épaisse est un indice de trisomie, elle me répond que c'est le signe de graves malformations et que nos chances sont infimes d'avoir un enfant vivant et en bonne santé. Elle conclut par ces mots, « Vous savez, j'ai 5 enfants et au milieu j'en ai un qui est tout cassé, maladie génétique. Il vaut mieux que ces petits ne vivent pas, croyez-moi. Dans notre société, rien n'est fait pour eux et il n'y a jamais assez de place en institution. Si c'était à refaire, nous ne le garderions pas. » Cela me choque d'entendre ça exprimé si crûment, mais je ne dis rien. Je me rhabille. Nous sommes sous le choc. Le temps est comme suspendu. Je suis incapable de penser, je ressens juste un profond dégoût. Ben voilà, perdu. La grossesse, c'est comme une loterie, on ne peut pas gagner à tous les coups. Je savais que les risques de fausse couche étaient de 20 à 25% lors du premier trimestre, et j'ai échoué. Minibou est en train de mourir, cette grossesse est déjà terminée. Et si elle ne l'était pas? Ce serait pire encore. Je me revois lorsque j'étais étudiante. Une professeure nous avait dit que dans les familles où il y a un enfant handicapé, il y a plus de maltraitance, de divorce et de suicide. Je me souviens, à ce moment-là, j'avais décidé que je n'élèverais jamais un enfant porteur de handicap. Mais je pense aussi à toutes les familles qui sont très heureuses d'élever un enfant différent. La fin proche de ma grossesse occupe toutes mes pensées. Je suis traumatisée, mais je refuse de l'admettre car les fausses couches du premier trimestre sont relativement fréquentes. Puisque c'est courant, c'est que ce n'est pas grave, que je n'ai aucune raison d'être triste. J'ai maintenant envie de hurler, de tout casser. Mais comment est-ce possible? Il ne fallait pas me laisser croire à ce bonheur, si c'est pour me l'enlever même pas 3 mois plus tard. Je veux garder ce bébé, c'est peut-être un deuxième, mais je le veux autant qu'Orphée. C'est fini, tout est fini, je suis anéantie. J'ai vécu ces 2 mois et demi pour rien, je ne suis arrivée à rien, je suis moins que rien. Je me sens vide et pourtant je suis pleine d'un bébé qui est en train de mourir. Je me sens vide et je me sens creuse. Je voudrais qu'on creuse mon ventre tout de suite pour m'enlever ce cadavre avant qu'il ne pourrisse. La fausse couche est quelque chose de relativement fréquent, mais ce n'est pas pour autant que ce n'est pas traumatisant. De retour à la maison, Patrick me prend doucement dans ses bras, il a les larmes aux yeux. Ça lui fait mal de penser que Minibou ne verra jamais la lumière du jour. Moi, j'ai peur de la fausse couche. Je ne sais pas comment ça se passe. Je ne sais pas ce qui va sortir de mon corps. Est-ce que ça fait mal? Est-ce que ça sera rouge? Est-ce qu'il y aura des morceaux? Je n'ai pas envie que ça se termine comme ça. En plus, tout à l'heure, j'ai rendez-vous avec mon gynécologue pour qu'il me fasse la déclaration de grossesse. Je n'ai plus qu'à l'appeler, pour annuler. Il faut aussi que nous téléphonions à notre entourage, pour dire que je vais perdre un bébé. Ce qui me gêne le plus, c'est d'appeler au travail. J'ai honte. J'ai dit à la secrétaire que j'étais enceinte, et je lui ai promis la déclaration pour lundi. Si j'y vais sans ce papier, j'ai peur qu'ils me prennent tous pour une menteuse et qu'ils n'aient plus confiance en moi.
Je suis professeur en coordination pédagogique et ingénierie de formation dans 2 collèges, juste à côté de chez nous. Nous sommes en février et j'ai commencé sur ce poste en septembre. Je n'ai donc pas encore véritablement fait mes preuves, ni ma place dans ces établissements. D'autant que j'occupe une fonction particulière. Je coordonne un dispositif pour des élèves en rupture avec l'institution. J'ai donc besoin d'être crédible autant auprès des collègues et de la direction, que des élèves. Patrick exerce le même métier que moi, mais sur 3 collèges. Heureusement, il me rassure en me disant que, selon lui, je ne me discrédite nullement. Lundi 15 février, nous avons annulé nos vacances en Italie et nous voilà au centre de diagnostic anténatal. Nous sommes reçus par un médecin très avenant. Le Dr B, sa bonne humeur m'étonne, il fait un métier tellement dur. Et surtout, je ne comprends pas pourquoi il sourit si largement alors que notre enfant est en train de mourir. Je m'installe pour l'échographie. Le cœur du bébé bat toujours, mais le médecin suspecte une cardiopathie 4. Il nous conseille donc de prendre rendez-vous à l'hôpital cardiologique pour une échocardiographie fœtale. Le Dr B nous propose également un rendez-vous en fin de semaine pour une amniosynthèse 5, ou plus précisément une choriosynthèse 6. Ceci pour vérifier le cariotype car il suspecte aussi une trisomie. Je suis sûre qu'il est trisomique, j'en suis certaine car ces enfants-là ont souvent une cardiopathie associée. Patrick annonce d'emblée qu'en cas de résultat positif, nous ne garderons pas le bébé. Il demande comment cela se passe pour interrompre la grossesse. Le médecin répond que si la trisomie est confirmée, notre dossier passera à la réunion du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal de jeudi. L'IMG, c'est-à-dire l'interruption médicale de grossesse, pourra être pratiquée en début de semaine prochaine. La rapidité de la procédure m'étonne. C'est tant mieux car j'ai envie d'aller vite. Je ne veux pas garder cet enfant s'il est handicapé, et j'ai envie que tout ça soit vite terminé. De retour à la maison, j'appelle la famille proche pour annoncer le revirement de situation. Je termine par mon frère. Puisqu'il n'est plus question que je fasse une fausse couche, nous allons devoir interrompre la grossesse. Pour me justifier, je lui rapporte ce que nous a dit l'échographiste. Elle est bien placée pour dire que notre société ne fait pas suffisamment pour les enfants porteurs de handicap. Si elle nous avait dit « Ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas seul face à cet enfant, des professionnels vous accompagneront dans son éducation », notre choix aurait peut-être été différent. Ces propos heurtent et attristent mon frère. Il est éducateur spécialisé et cela lui fait mal d'entendre que les personnes handicapées et leurs familles sont si mal prises en charge, que le personnel médical conseille d'emblée l'IMG. Je repense à un reportage passé l'autre jour aux informations télévisées. Une maman avait été obligée de s'arrêter de travailler car elle n'avait pas trouvé de place en institution pour son fils infirme. Oui, j'ai peur, le handicap m'effraie terriblement. Nous ne devons pas être les seuls dans ce cas-là, car c'est impressionnant tout ce qui est mis en œuvre pour détecter la trisomie in utero. En France, il y a quand même 3 échographies systématiques par grossesse, la prise de sang pour les marqueurs sériques et l'amniosynthèse pour les femmes de plus de 38 ans. C'est un choix de société. On préfère investir dans le diagnostic anténatal plutôt que dans la prise en charge des personnes handicapées. Mais si un couple souhaite garder son enfant malgré son infirmité, en a-t-il la possibilité ? Va-t-il être soutenu ? En tout cas, nous, si nous faisons le choix d'interrompre la grossesse, c'est surtout parce que nous sommes dans une société de relative liberté individuelle. On peut choisir de ne pas élever un bébé porteur de handicap. En fait, nous aimons notre vie telle qu'elle est, et cet enfant viendrait détruire l'équilibre que nous avons mis tant d'énergie à construire. Le Dr B s'apprête à me faire une nouvelle échographie. Comme au dernier rendez-vous, la première question que je pose est de savoir si le cœur bat toujours. S'il doit être handicapé, je préférerais qu'il meure tout seul. Maintenant le médecin en est sûr, il y a bien une cardiopathie. Le placenta semble s'être recollé, et l'œdème au niveau de la nuque et de l'abdomen s'est un peu résorbé. Je suis perplexe. Je n'ai pas envoyé la déclaration de grossesse et mon employeur me la demande. Le Dr B me répond que je dois la faire, et cela avant la 14e semaine. J'ai l'impression d'être en sursis. En attendant, nous changeons de pièce pour la choriosynthèse.
Je suis allongée sur la table d'examen. Patrick est assis sur un tabouret juste derrière. La sage-femme, Madame D, badigeonne largement mon ventre avec un antiseptique jaune bien connu des hôpitaux. Pour détendre l'atmosphère, Patrick compare l'œuvre de la sage-femme à une performance. Cela nous fait sourire. Le docteur B repère avec la sonde de l'échographe 7 l'emplacement exact du bébé, puis il sort la seringue. Pendant ce temps, Madame D se place derrière ma tête et me caresse doucement les cheveux. Sa présence et sa voix douce m'aident à me détendre. Le médecin me prévient que lorsqu'il traversera l'utérus, cela fera un peu mal. Je m'attends donc à ressentir une petite douleur. Mais lorsqu'il perfore l'organe, je ne peux m'empêcher de crier. Aïe! Ensuite, le docteur B fait bouger l'aiguille afin de recueillir suffisamment de cellules. C'est désagréable sans être douloureux, alors je me concentre sur les caresses et la voix douce de la sage-femme. Je pense à ma mère, décédée il y a maintenant 7 ans. Elle me manque. La choriosynthèse terminée, je me rhabille et je rentre à la maison avec Patrick. Une fois sur 100, cet examen provoque une fausse couche, mais là je ne sais vraiment plus ce que je souhaite, si je veux que l'enfant vive ou qu'il meure tout seul. En plus, le docteur B est toujours tellement souriant et se montre si peu inquiet. Sur le chemin du retour, nous nous réjouissons de la rapidité avec laquelle les résultats doivent arriver. Dans quelques jours nous saurons si le bébé est trisomique ou pas. Puis Patrick m'avoue qu'il s'est senti mal quand il m'a entendu crier. Il avait envie d'aller vomir au lavabo, mais il ne l'a pas fait. Il avait peur de tomber dans les pommes. En fait, il avait le choix entre vomir sur place ou tomber par terre. Sacré Patrick, il arrive toujours à me faire rire même dans les circonstances les plus difficiles. C'est bizarre cette sensation, c'est comme si le temps était suspendu, nous attendons les résultats. Pendant ce temps nous ne vivons pas, non, nous attendons. La seule chose certaine, c'est que le bébé ne vivra pas. Je suis sûre qu'il ne va pas se décrocher tout seul, et nous allons être obligés de le faire mourir. C'est affreux, nous allons tuer un être humain. Après ça, je ne pourrai plus jamais être heureuse, je vais vivre comme une criminelle, rongée par le regret et la culpabilité. Ce que je souhaite surtout, c'est faire ça vite, parce que si nous réfléchissons trop, nous n'aurons plus le courage de lui ôter la vie. La semaine suivante, nous avons de nouveau rendez-vous avec le docteur B. Il a les résultats de la choriosynthèse, 46 chromosomes. Notre bébé n'est donc pas trisomique. Néanmoins, il faut faire une culture de cellules pour avoir une réponse sûre à 100%. Les conclusions en lecture directe sont fiables à 99%, et le médecin est plus que jamais optimiste. Mais les résultats de la culture risquent d'être longs à arriver, car le laboratoire est en train de déménager. En attendant, le docteur B va refaire une échographie. Ce qui m'étonne, ce sont ses efforts pour personnifier ce fœtus. Notre bébé évolue positivement, il a bien un corps calleux, il n'y a pas de nanisme grave, ni de bec de lièvre et l'œdème s'est encore résorbé. Le médecin nous montre son profil, son pied et il en sort même des clichés. Son application pour restaurer la relation entre cet enfant et moi, sont vains. Je ressens avant tout du dégoût, et ne souhaite pas m'attacher. En sortant du bureau, Patrick ne peut s'empêcher de dire d'un ton ironique « Pas de nanisme grave, pas de bec de lièvre. » Ah ben nous sommes rassurés, tiens. Et cela me fait rire. À l'échographie suivante, le docteur B est plus rassurant que jamais, mais je décide que je ne considérerai ce bébé comme sain que quand nous aurons les résultats de la culture. J'ai besoin de me rendre au secrétariat du diagnostic anténatal pour récupérer un document à envoyer à ma mutuelle. C'est la sage-femme Madame D qui m'accueille. Elle est douce et souriante, comme lors de la choriosynthèse. Elle a les résultats, et me demande si je souhaite connaître le sexe de l'enfant. Je lui réponds que non. Comme ça, ce sera plus facile pour faire notre deuil si nous interrompons la grossesse. La sage-femme m'explique que cela n'y changera rien. Cela me gêne de connaître le sexe avant Patrick. La sage-femme me propose alors de mettre une photocopie des résultats dans une enveloppe. Ainsi, nous pourrons l'ouvrir ensemble le soir venu. Madame D aussi a l'air de considérer que tout danger est écarté. Elle plaisante même, et me dit que je n'arriverai pas à maintenir l'enveloppe fermée jusqu'au soir. Patrick vient de rentrer du travail. Je lui demande s'il souhaite connaître le sexe de Minibou.
Il me répond oui avec un large sourire. Nous allons donc enfin savoir s'il s'agit d'une fille ou d'un garçon. J'ouvre l'enveloppe, 46XY, c'est un garçon. Patrick est content et moi aussi. Cela me fait bizarre d'attendre un petit gars, et j'imagine son zizi léger baignant dans le liquide amniotique. Patrick et moi nous sentons heureux. Le risque de trisomie n'est plus que de 1 sur 100. Malgré tout, notre bonheur ne prend pas toute la place, il est comme retenu. Nous percevons bien que pour le laisser se répandre, il faudrait que tous les risques aient disparu. Vendredi soir, 19h, le téléphone sonne. C'est le Dr B, il a les résultats de la culture, 46-20, c'est-à-dire sexe féminin non porteur de trisomie. Je suis perplexe, mais le médecin ne tarde pas à m'en donner l'explication. Il y avait des cellules maternelles sur la seringue de la choriosynthèse et ce sont elles et non les cellules fœtales qui se sont développées. Ce problème arrive très rarement, moins d'une fois par an, et c'est un examen que l'hôpital pratique tous les jours. Le Dr B conclut en me disant que je n'ai vraiment pas de chance, et qu'il faut refaire le prélèvement. Mais ce n'est pas croyable. C'est encore sur nous que ça tombe. Toujours quelque chose de rare. Nous ne pouvons nous raccrocher à rien, ni aux paroles des médecins ni même aux statistiques. Le lendemain, j'appelle le secrétariat du diagnostic anténatal pour prendre rendez-vous pour le deuxième prélèvement, une amniosynthèse cette fois-ci. L'emploi du temps du Dr B n'est pas compatible avec le mien. C'est donc le Dr Y qui me fera l'amniosynthèse. Le Dr Y est une spécialiste de la lecture des échographies. Elle écrit régulièrement des articles dans des revues spécialisées. J'en profite donc pour lui demander son avis. Sa réponse me laisse sans voix. Par ordre de fréquence, l'hygromacolie, c'est-à-dire la nuque épaissie à cause de l'œdème, est un signe d'alerte de trisomie, et si votre enfant n'est pas trisomique, il peut être atteint d'une maladie génétique. Dans de très rares cas, ce n'est pas grave. En tout cas, quand un bébé présentant ce type de symptômes naît et qu'on a de ses nouvelles, elles sont rarement bonnes. Dans cette situation, la plupart des parents choisissent l'IMG. Si j'ai bien compris, le Dr B suspecte une trisomie ou sinon une délétion 22q118. Délétion 22q11, encore des mots savants. Toujours des mots que je ne comprends pas. Les médecins sont tous autour de moi, mais je me sens seule, si seule. Je suis atterrée. La confiance du Dr B commençait à déteindre sur moi, mais là, elle est complètement anéantie. Il faut que je passe au secrétariat pour des papiers, et c'est dans un état second que je m'y rends. Madame D est là, en train de classer des archives. Complètement effondrée, je lui annonce que nous allons interrompre la grossesse. Elle continue à ranger son placard. Mais cette sage-femme ne comprend-elle donc pas que c'est la fin du monde, que je ne serai plus jamais heureuse? Madame D, toujours affairée, me répond que la vie n'est pas terminée pour autant et que je devrais me rapprocher d'associations de parents ayant vécu une IMG. Son attitude et ses paroles me font entreapercevoir un tout petit peu de lumière. Dans le même temps, je suis perplexe. Association, avortement, ces mots me font penser au commando anti-IVG et j'imagine des membres militants pour l'interruption médicale de grossesse. J'ai envie de faire cette IMG très vite. Madame D m'explique alors que ce n'est pas une bonne idée, que les couples qui ont le moins de regrets sont ceux qui ont pris le temps de préparer l'événement et de dire au revoir à leur enfant. Préparer l'événement? Dire au revoir à un enfant que l'on tue? Jamais je ne pourrais. Jamais je ne pourrais lui dire ça en face. Quelques jours plus tard, de bon matin, le téléphone sonne. C'est Céline, ma sœur. Elle me prévient que l'émission Les Maternelles, sur France 5 va traiter de l'IMG. J'allume donc mon poste de télévision. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.